Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommet annuel de l'Union africaine se tient dans un contexte particulier cette année. D'abord, la Covid-19, aussi l'épidémie des coups d'État et une montée des menaces terroristes. Autant de sujets qui cristallisent les attentes du 35e sommet de l'UA dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Quid du rôle du Maroc? Eh bien, son élection pour un second mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité, le CPS de l'UA, avec une majorité très confortable, traduit la forte contribution du Royaume dans la sécurité et la stabilité en Afrique. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, qui représente le Royaume à ce rendez-vous africain, y a présenté le rapport de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sur le suivi de l'opérationnalisation de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Ce rapport s'articule autour de 3 axes majeurs, à savoir, je cite, que l'Afrique continue à payer un lourd tribut, que ce soit à la pandémie ou à la migration. Le second message est relatif, lui, à l'opérationnalisation donc de cet observatoire africain qui revêt une triple dimension pour le Maroc, pour l'Afrique et pour la coopération entre le Royaume et son continent. Enfin, 3e axe sur le rôle de l'Afrique dans la nouvelle gouvernance migratoire voulue par le pacte de Marrakech. Nous discuterons des détails de cette gouvernance donc ce soir, mais aussi sur les aspects de la politique africaine du Maroc en compagnie de mes invités, professeur Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohamed V. Bonsoir, professeur Chkoundi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Et j'accueille depuis Paris par Skype Hicham Benyaïch, rédacteur en chef de la revue New African. Bonsoir Hicham Benyaïch et merci à vous également de vous joindre à nous dans Question d'actu. Bonsoir. Professeur Chkoundi, si on commençait d'abord par évoquer l'axe de la coopération sud-sud entre le Maroc en direction des pays du continent en temps de pandémie. On voit que la coopération sud-sud, pendant la période de Covid-19, surtout la coopération entre pays africains, s'est accélérée, s'est renforcée, tout simplement parce que, comme on l'a toujours dit, malgré l'importance de la solidarité internationale envers l'Afrique, quand même, c'est resté en deçà des attentes des pays africains. C'est vrai que, surtout que les pays du continent devaient ou doivent encore faire face à plusieurs urgences, comme on l'a toujours dit, l'urgence sanitaire tout d'abord, parce qu'il fallait sauver des vies humaines. Il y avait l'urgence aussi, les implications de cette urgence sanitaire, elles étaient de portée sociale et de portée économique, parce que nous avons vu comment l'activité économique en Afrique s'est contractée, c'est-à-dire d'une façon un peu incroyable, de jamais vu depuis 2000 en quelque sorte. Il y avait une régression de la croissance économique, ou bien les pays africains sont rentrés en récession. Et donc il fallait bien évidemment s'appuyer. On l'a toujours dit, l'Afrique devait et devrait faire confiance à l'Afrique. Et donc nous avons vu émerger une nouvelle solidarité, cette fois-ci une solidarité en période d'urgence sanitaire. Et donc les pays africains, ils ont essayé tant bien que mal de renforcer la solidarité entre eux pour essayer d'amoindrir l'impact de cette crise sanitaire. Et nous avons vu comment le Maroc, par exemple, modestement a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice, tout simplement parce que le Maroc, quand même, il a beaucoup appris de cette crise. Il a développé des mécanismes, c'est-à-dire de résolution de cette crise. Et la preuve en est que par rapport à tout ce qui est gestion relative plutôt à la crise sanitaire, le Maroc a pu produire des masques, des gels hydroalcooliques, des masques respiratoires. Et donc, il y avait une accumulation qui a permis au Maroc quand même de mettre en avant son processus in situ, j'ai envie de dire, d'innovation. Et donc, le Maroc, après avoir développé cette production et après avoir géré d'une manière importante, quand même considérable, comme en témoignent beaucoup d'analystes, beaucoup de rapports internationaux, et il a essayé de mettre en place ou de mettre à la disposition des autres pays du continent cette expérience ô combien importante, cette expérience en matière de gestion d'une crise sanitaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une crise inédite. Et à un moment donné, le Maroc a envoyé
c'est-à-dire certaines aides médicales aux pays du continent. On sait pertinemment que les pays africains, ils en avaient extraordinairement besoin, ils en avaient désespérément besoin. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, la solidarité internationale, tant bien que mal, on peut dire malgré son importance, quand même a fait défaut parce que l'Afrique a besoin d'énormément de financement. Il avait besoin à un moment donné de vaccins, il avait besoin des masques. Il se retrouvait, j'ai envie de dire, livré à elle-même. Et donc, il fallait activer ou il fallait qu'il compte sur elle-même. Et donc, le Maroc, en la matière, quand même, on trouve qu'il a joué un rôle très important. Donc, il y a une nouvelle expérience qui vient s'ajouter à toutes ces expériences mises en place ou développées par le Maroc pendant les dernières années. C'est une expérience en matière de gestion de crise. Et rappelons-le, on le rappellera jamais assez, nous sommes dans un contexte de multiplication de crises. Parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il y en a bien d'autres. Nous allons en parler, sociale, bien sûr. La crise économique et la crise aussi de multilatéralisme. Donc, il est temps pour les pays de continent aussi de compter, de rassembler leurs efforts, de mutualiser leurs moyens pour gérer leurs problèmes par eux-mêmes en quelque sorte. Alors justement, pour rester sur l'aspect sanitaire, nous allons bien évidemment développer tous les autres aspects sécuritaires, mais aussi économiques et j'en passe. Hicham Benyaïch, le lancement du Maroc d'une unité de production de vaccins dans cette, comme l'a décrivait à l'instant Mohamed Chkoundi, cette solidarité, comment devrait-elle se prendre forme, n'est-ce pas, après le commencement de production de vaccins made in Maroc vers le continent en l'occurrence. Parce qu'il s'agit là d'une stratégie qui a été annoncée par le Maroc et qui tourne vraiment autour de cet aspect purement continental en ce qui concerne la vaccination et la production de vaccins sur le sol africain. C'est une excellente initiative. D'abord, c'est une manière de réduire la fracture sanitaire quand on voit que l'Afrique est à 10%, 10-12% de vaccinés. On est vraiment dans un ratio complètement abyssal. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour ce qu'on appelle la sécurité sanitaire du monde, ça pose un problème parce que c'est vraiment un obstacle en tout cas à ce que on stabilise la situation au plan sanitaire mondial. Donc tant que l'Afrique, je pense que cette usine surtout va pouvoir prouver en marchant et en fonctionnant, en montant en puissance, va pouvoir fédérer des initiatives et attracter d'autres partenaires et d'autres pays. Je pense que c'est une initiative vraiment heureuse pour le continent. Très bien. Donc toujours en parlant de coopération sud-sud, Hicham Benyaïch, cette médiation, la médiation dans les conflits, notamment en Libye, comment évaluez-vous, ou en tout cas, quel regard portez-vous sur cette médiation marocaine dans des conflits aussi qui touchent non seulement la Libye de manière directe, mais aussi dans l'ensemble de la région, bien sûr, en connaissant les impacts de cette crise libyenne sur l'ensemble de la sous-région? C'est une question vraiment importante. Je crois qu'on ne mesure pas le poids du problème libyen. Et je pense que cette volonté marocaine de faire de l'intermédiation, de faire dialoguer, de pousser les Libyens à la négociation, c'est une initiative importante parce que aujourd'hui, la Libye, quand on voit ses effets sur la région et le Sahel particulièrement, la Libye est au cœur d'une nuisance continentale terrible au plan de l'immigration, au plan du terrorisme, sur plusieurs plans. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question où il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, mais qui en fait aggravent la situation par leur ingérence, je pense que le Maroc ouvre une passerelle permettant aux Libyens en tout cas d'ouvrir la fenêtre de dialogue et de négociation. Et on le voit là, tout le calendrier a été bouleversé. Et je pense qu'il y a intérêt aujourd'hui
à ce qu'on trouve les conditions pour pouvoir assurer cette diplomatie de la paix, et le Maroc est en pointe de ce point de vue. Très bien. La position de certains pays, professeur Chkoundi, par rapport à cette médiation marocaine n'a pas finalement désavantagé les ambitions et l'initiative marocaine. Non, bien sûr, parce que comme je viens de le dire, l'Afrique, c'est-à-dire, se trouve au cœur de plusieurs tensions. Il y a des pays africains qui entrent dans des phases un peu de crise politique, et donc les médiations les efforts de Maroc sont fort louables en quelque sorte. Le Maroc joue un rôle très important. Vous venez de parler de la médiation de Maroc dans tout ce qui est, c'est-à-dire situation libyenne, ça c'est important. Mais il faut dire que, comme on le dit par rapport au Conseil de paix et sécurité, on en parlera tout à l'heure. Oui, alors, puisque vous l'évoquez justement, la réélection, il y a toute une symbolique autour de cette réélection, n'est-ce pas, de ce qu'elle traduit, mais aussi de ce positionnement marocain dans un organe de l'Union africaine, où effectivement, il y avait certains pays qui faisaient régner certaines positions ou la loi dans un organe aussi important de l'UA, qui est ce CPS. Parce que c'est vrai que le retour de Maroc à l'Union africaine a changé beaucoup de choses. Parce qu'à un moment donné, on ne s'intéressait pas par le passé, on s'intéressait très peu à la gouvernance de cette instance ô combien importante, à savoir le CPS, le Conseil de paix et sécurité. Alors que la gouvernance est un enjeu majeur. La gouvernance, il renvoie à la manière dont les décisions sont prises au sein d'une instance et comment les intérêts individuels peuvent parfois primer. Alors que quand nous avons affaire à une organisation à l'instar de CPS, l'objectif étant d'œuvrer pour la prévention des conflits au sein du continent. Et si jamais ces risques relatifs à tout ce qui est conflit deviennent palpables, il va falloir les gérer moyennant plusieurs mécanismes. Le problème, c'est que le CPS était victime d'une espèce de malgouvernance parce que certains pays, c'est pas la peine de les citer, ils faisaient primer en quelque sorte leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt continental. Et donc, le retour de Maroc a permis relativement, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur cet aspect-là, aspect relatif au dysfonctionnement de Conseil de paix et sécurité. Alors que la mission qui incombe à cette instance est titanesque. Donc, le retour de Maroc à l'Union africaine et le fait qu'il siège au sein du Conseil de paix et sécurité, qui joue un rôle très important, va apporter de la valeur ajoutée. Parce que, après avoir compris les mécanismes de gouvernance de CPS, maintenant on voit que même la vice-présidente, c'est-à-dire tous les acteurs clés de l'Union africaine, elle parle de l'importance d'améliorer l'efficacité des institutions, des instances de l'Union africaine. Quand on parle de l'importance d'améliorer l'efficacité, donc il est question d'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on parle de la pertinence. La pertinence, c'est-à-dire à quel point, à quel niveau les solutions proposées, par exemple, par le CPS aux problèmes qui sont en train d'émerger, problèmes politiques et relatifs à tout ce qui est conflit aussi, émergent, ils sont adaptés à ces problèmes en quelque sorte. Donc, le Maroc, de par son expérience, une expérience multidimensionnelle. Parce que si on veut comprendre ce que le Maroc pourrait apporter, il a déjà apporté, ce qu'il pourrait continuer à apporter au CPS, il faut comprendre les missions principales de CPS. Alors justement, est-ce que ces missions-là ne devraient pas être réformées? Parce que, pour citer par exemple le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, toujours à l'occasion de ce 35e sommet de l'UA, je le cite, le Royaume du Maroc dans les 3 prochaines années œuvrera afin d'apporter sa contribution au Conseil de paix et de sécurité, continuera à travailler sur la réforme de ce Conseil. De quoi s'agit-il, professeur Chkoundi? De quelle réforme parle-t-on? Bien sûr, il faut continuer à travailler sur la réforme. La réforme, c'est-à-dire faire en sorte que ce conseil devient efficace. C'est quoi l'efficacité? L'efficacité, c'est l'importance ou la capacité d'une organisation à réaliser ses objectifs. C'est pour ça que j'avais commencé à parler, avant que vous me posiez la question, j'avais commencé par parler des objectifs de CPS, c'est-à-dire la mission ou les missions principales de CPS. La première mission, c'est la prévention des conflits, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle la diplomatie préventionnelle, de prévention, c'est-à-dire anticiper, d'abord élaborer une cartographie des risques.
quels sont les risques politiques qui peuvent ou qui pourraient émerger dans le continent. Et comment peut-on empêcher la concrétisation de ces risques? Parce que quand le risque se concrétise, il devient urgence. Ça, c'est un. Donc, la prévention. Et comment on fait la prévention des conflits? Quand on voit, par exemple, ce qui se passe au Sahel, on ne fait pas de la prévention en faisant privilégier les intérêts individuels. Ça fait partie des réformes. C'est-à-dire épouser la culture de l'organisation, épouser la culture de CPS et faire en sorte que la contribution de chaque pays africain concourt à la réalisation de l'objectif général. C'est comme ça que l'on peut améliorer l'efficacité. Deuxième élément clé par rapport à la réforme, c'est-à-dire éviter la gabegie. On ne peut pas, l'Afrique n'a pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire les moyens sont insuffisants. Et donc, comment peut-on se permettre de dilapider des moyens qui sont déjà très étroits en quelque sorte, qui ne donnent pas suffisamment de marge financière? Donc, il va falloir rationaliser les dépenses. La rationalisation des dépenses, ça participera à cet effort de réforme de l'Union africaine. Troisième élément, comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez, quand on parle, une fois qu'on a traité le problème de gouvernance, d'abord, la réforme, il faudrait absolument qu'elle porte sur la gouvernance. C'est-à-dire faire en sorte que l'on cesse un peu de faire primer les intérêts individuels sur l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de conflits en Afrique, c'est faire en sorte que les pays africains arrivent à résoudre leurs problèmes. Ça, c'est un. Deux, maintenant, la pertinence. Vous savez, quand on parle des politiques publiques ou des décisions prises au sein d'une instance, on parle dans le jargon de l'aide publique au développement, dans le jargon de l'évaluation des politiques publiques, on parle de modèle logique. C'est-à-dire comment on modélise la manière dont le Conseil de paix et sécurité va résoudre les problèmes, va anticiper ces conflits, il va résoudre tout ce qui est crise liée aux catastrophes naturelles et ainsi de suite. Est-ce qu'il a un modèle logique? J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il n'a pas de modèle logique. Il continue à intervenir, il joue un rôle très important, mais peut-être sans pour autant qu'il y ait un modèle logique, une modélisation de l'intervention. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire le modèle logique, c'est-à-dire je commence par comprendre le contexte. À l'instant, je parlais de tout ce qui est cartographie de risques. Quels sont les risques? Parce qu'il n'y a pas que des risques politiques qui menacent l'Afrique. Il y a aussi des risques écologiques, il y a des risques sociaux. Et on voit comment, quand les risques s'entremêlent, c'est-à-dire interagissent entre eux, c'est-à-dire ils alimentent un processus d'instabilité et de fragilité étatique. Donc le premier élément, c'est-à-dire faire en sorte que le Conseil de paix et sécurité comprenne un peu le contexte actuel dans lequel il intervient. Après, le deuxième élément, c'est-à-dire quelles sont c'est-à-dire les solutions qu'il propose pour prévenir les crises et pour les gérer quand elles deviennent récurrentes et aussi pour intervenir par rapport à tout ce qui est gestion de situation d'urgence en Afrique, parce que ce sont là ses missions principales. Et donc ça, il faut interroger un deuxième indicateur, ce n'est pas celui de l'efficacité, c'est celui de la pertinence. Est-ce que les solutions proposées sont adéquates avec les besoins identifiés? Et donc c'est pour ça maintenant, parfois, on entend des voix qui s'élèvent en disant que les interventions ne sont pas appropriées. Mais peut-être les interventions des uns et des autres ne sont pas appropriées, tout simplement parce qu'on n'a pas identifié les vrais besoins. Et donc, il est temps, quand on parle de la réforme, c'est-à-dire savoir, maîtriser les éléments de contexte et dire, voilà, quelles sont les activités ou les projets à même de répondre aux problèmes identifiés. Et donc, c'est-à-dire, quand on parle de la réforme de Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est-à-dire faire en sorte que cette Afrique puisse résoudre ses problèmes par elle-même et cette Afrique puisse se doter d'une vision, d'une cartographie du risque lui permettant de résoudre le problème et de telle sorte à ce que quand d'autres puissances viennent intervenir, par exemple en Afrique, c'est pour servir la vision qui aura été identifiée par les membres du Conseil de paix et sécurité. Je parle de tout ce qui est prévention des conflits, gestion des catastrophes naturelles. Très bien. Et de manière beaucoup plus générale, peut-être une réaction, Hicham Niaïch, sur cette autre déclaration du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains du monde, Nasser Bourita, par rapport au rôle de l'Union africaine. Il faut comprendre, pour citer les termes utilisés par le chef de la diplomatie, il faut comprendre que l'UA a changé. Dans quel sens et quelle lecture faites-vous de cette déclaration on parlait de gouvernance, d'efficacité, de pertinence d'un des organes principaux de l'UA, mais de manière beaucoup plus globale, cette institution est amenée à changer parce que de toute façon, on l'aura bien compris, compte tenu du contexte actuel sécuritaire, politique et autres, que
elle n'a d'autre choix que de changer finalement cette Union africaine. Eh bien, c'est tout à fait le sujet. Je pense que les mois à venir et les années à venir vont obliger, en tout cas, cette institution à effectuer son aggiornamento, c'est-à-dire que sa mise sa mise à jour et surtout d'intégrer des éléments de l'Afrique nouvelle, c'est-à-dire que la réalité géopolitique du monde. Je pense que cette institution est obligée de bouger et je pense que M. Bourita a ressenti ce besoin et cette nécessité de pouvoir, enfin, je dirais pas mettre à plat l'institution, mais en tout cas de la réformer en profondeur. En tout cas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et on le voit depuis des années. Moi, j'ai suivi cette institution depuis longtemps et je peux vous dire que je pense aujourd'hui le moment, ne serait-ce que pour son autofinancement, il y a des questions essentielles qui se posent et je pense que peut-être le président Macky Sall, en assurant cette présidence tournante, va pouvoir initier ce débat et le Maroc va évidemment y contribuer puisque le Maroc est un pays très engagé diplomatiquement sur le continent et ça va être le moment de cette mise à jour. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle du rôle du Maroc, bien sûr, l'action marocaine, professeur Chkoundi, est guidée par un cadre référentiel fixé par le souverain, par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Si on revenait sur le rôle du Maroc dans la résolution des conflits en Afrique, bien sûr, on a évoqué il y a quelques instants la Libye, mais pas que. Il y a aussi une présence marocaine dans le maintien de la paix dans plusieurs pays, pour ne citer que la RDC, l'Angola ou autres. Bien sûr, dans le cadre de l'ONU, de ces forces de maintien de la paix. Rappelons les autres rôles du Maroc dans la résolution des conflits en Afrique, professeur Chkoundi. Oui, donc le Maroc, il joue un rôle très important par rapport à tout ce qui est résolution des conflits en Afrique, comme vous venez de le dire, à travers la participation aux forces onusiennes de maintien de la paix, ça c'est important. Et après, il faut dire, il faut un conflit, il faut mettre en place une approche multidimensionnelle pour comprendre un conflit. Parce que derrière le conflit, pour que l'on puisse prévenir ou bien participer à la résolution d'un conflit, il n'y a pas que l'approche militaire. Donc le Maroc, il ne privilégie pas que l'approche militaire. Certes, il participe via des forces de maintien de la paix, ça c'est important. Il a accumulé une très bonne expérience en la matière. Le Maroc, par rapport à tout ce qui est gestion de situation d'urgence, j'ai envie de dire, il a une très bonne expérience aussi à travers tout ce qui est hôpitaux militaires opérationnels, ça c'est important. On en a besoin parfois dans une situation d'extrême urgence. Donc le Maroc, il a cette expérience qu'il peut apporter et qu'il apporte déjà, c'est-à-dire à l'Union africaine. L'autre élément, c'est que quand on essaie de comprendre les conflits qui assaillent ou qui tenaillent l'Afrique en ce moment, il y a des conflits, ces conflits sont aussi alimentés par un ensemble de problèmes liés à la pauvreté, liés à la fragilité sociale, pour aller vite. Et cette fragilité sociale, il finit par annihiler ou il finit par affaiblir aussi les capacités institutionnelles de l'État. Donc le conflit se nourrit d'un ensemble d'éléments de fragilité. Le Maroc agit parce que tout à l'heure, vous parliez de modèle de coopération sud-sud porté par le Maroc. C'est un modèle qui essaie un peu de privilégier cette approche multidimensionnelle en matière de prévention des conflits. À partir du moment où le Maroc aussi intervient en Afrique en matière de prévention des conflits via une approche religieuse. On voit qu'il y a un institut au Maroc dont l'objectif principal étant de former des imams à tout ce qui est, c'est-à-dire islam modéré, parce que parfois l'extrémisme aussi vient alimenter ce processus, ce cercle vicieux de l'instabilité on peut le voir dans certains pays de Sahel en ce moment, à l'instar de Mali. Et donc le Maroc intervient via une approche religieuse, et ça c'est capital, c'est-à-dire on ne peut pas se limiter seulement à l'approche stricto sensu, j'ai envie de dire sécuritaire,
pour prévenir les conflits. En plus de cette approche religieuse, il y a une approche de développement humain. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre asseoir ou faire revenir, c'est-à-dire la stabilité en Afrique ou résoudre les problèmes, les conflits en Afrique, sans pour autant penser aux causes principales. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte un peu de ce schéma suranné de traitement événementiel de la crise. C'est quoi le traitement événementiel? Comme je l'ai toujours dit, c'est-à-dire on attend que la crise, le conflit émerge pour qu'on intervienne rapidement et c'est tout. C'est ce qu'on appelle le traitement événementiel. Il faut plutôt privilégier une approche plutôt basée sur le traitement structurel. Le traitement structurel, et le fait modestement le Maroc. C'est-à-dire, le Maroc, il ne résout pas tous les problèmes, mais il montre la voie, il balaise la voie, et ça, c'est important. C'est-à-dire, en privilégiant une approche basée aussi sur la lutte contre la pauvreté. Parce que quand les populations sont fragiles dans certains territoires, dans certains contrées, et donc il devient la proie facile. Et donc, si on veut aussi prévenir tout ce qui est émergence de nouveaux conflits et nouvelles générations de conflits en Afrique, il faudrait accorder une place importante au développement humain. Le Maroc a montré la voie à travers, moi je le dis souvent, une espèce de continentalisation de son expérience d'initiative nationale de développement humain via la création des activités génératrices de revenus. On voit que avec un collègue de l'Institut, on avait fait une étude un peu pour un peu essayer de ventiler la plupart des conventions et accords signés entre le Maroc et les autres pays du continent. On a trouvé que tout ce qui est accord portant sur le développement humain accapare plus de 30% de ce corpus institutionnel, de ce socle institutionnel de coopération entre le Maroc et les autres pays africains. Donc pour faire vite, pour aller vite, c'est-à-dire l'approche marocaine en matière de résolution de conflits, c'est-à-dire repose sur trois éléments principaux. Premièrement, tout ce qui est gestion d'urgence à travers les forces de maintien de la paix, et ainsi de suite, parce que ça c'est important. Deuxième élément, le Maroc participe à ces efforts de prévention. Si on ne veut pas que les conflits s'intensifient, il faut investir dans le développement humain. Si on ne veut pas que les conflits s'intensifient, il faut investir dans le développement. Et le développement requiert la conjugaison des efforts entre les pays africains pour qu'ils puissent transformer leurs ressources in situ, pour qu'ils puissent investir dans le développement humain, pour faire de l'Union africaine cette instance au lieu de convergence des expériences en matière de lutte contre la pauvreté. On ne peut pas, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est-à-dire l'expérience marocaine par rapport à tout ce qui est adaptation au changement climatique. Parce que la vulnérabilité sociale dont je parlais tout à l'heure se nourrit aussi de cette vulnérabilité écologique qui vient un peu complexifier la donne, qui vient rendre, c'est-à-dire qui vient s'ajouter aux problèmes dont souffrent les pays africains. Donc le Maroc, il est présent dans ces trois aspects sans pour autant omettre, c'est-à-dire l'aura de Maroc, c'est-à-dire l'activisme de Maroc, le volontarisme de Maroc au niveau de la diplomatie internationale, en matière de mobilisation des fonds pour le financement des efforts de développement en Afrique, le financement de tout ce qui est développement humain par rapport à tout ce qui est immigration. Donc le Maroc, il est présent dans tous ces domaines et ça, c'est important. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, Hicham Benyaïch, par rapport à cette diplomatie religieuse, avant qu'on passe aussi au volet socio-économique tel que évoqué par professeur Chkoundi. La diplomatie religieuse en temps d'extrémisme violent rampant sur le continent. Évidemment, la diplomatie religieuse, ça fait partie du soft power marocain. C'est-à-dire que ce savoir-faire et ce pouvoir d'influence qu'a le Maroc sur le continent, par exemple la tariqa Tidjane, qui a ses sources au Maroc, et sème dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au nord du Nigeria. Donc le fait aujourd'hui, dans ce contexte dégradé où l'extrémisme religieux est en train en fait, c'est un détournement de l'islam, c'est un détournement sectaire de l'islam. Et je pense que le fait de former des imams dans une bonne formation dans leur savoir et leur aussi la manière d'appréhender cette question dans la société sahélienne, je dirais plus généralement africaine, je pense que c'est en fait une sorte de garde-fou
empêchant véritablement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quelque chose de dévastateur, y compris pour l'islam. Et je pense que le fait que le Maroc soit en première ligne sur cette question montre le potentiel et les moyens du pays. Et ça remonte à très longtemps. Donc, c'est une excellente chose. Moi, je la suis depuis des années. Et cette question va encore rester dans l'actualité puisque on voit cette Afrique, l'Afrique de l'Ouest particulièrement, est dans une zone de turbulence maximum. Zone de turbulence. Aujourd'hui, on évoquait il y a quelques instants l'Union africaine et aussi son rôle, hein, n'est-ce pas, ou en tout cas les réformes qui devraient être entreprises pour que cette Union africaine ait plus d'impact sur ce qui se passe un peu dans la sous-région. Et là, je pense à... je l'ai comparé à une épidémie, mais c'est une réelle épidémie de coups d'État que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la réponse de l'UE, est-ce qu'on ressent déjà qu'il y a une réponse de l'Union africaine à cette série de coups d'État en Afrique de l'Ouest ? En fait, les coups d'État sont générés par un problème de gouvernance structurelle et grave, parce que c'est en fait des questions non posées qui ont poussé les militaires à prendre le pouvoir et à être... en réalité, les peuples, on les a oubliés dans l'histoire. Moi, vraiment, depuis des années, il y a une souffrance que je voyais dans ces pays. J'étais même à Mopti, dans la région où il y avait ce qu'on appelle les déplacés de l'intérieur, mais on voit une souffrance terrible. Et ça, on finit par ne pas le voir du tout. Mais je pense que ces coups d'État révèlent d'abord des faillites et des failles dans le système de gouvernance, et ça ne va pas s'arrêter. Je pense que la question, c'est qu'il faut s'attaquer aux racines du mal, et les racines du mal exigent beaucoup de temps parce qu'il faut des moyens considérables, d'abord pour lutter contre cette diffusion d'une pensée extrémiste liée à la religion et son détournement. Et puis il y a aussi cette gouvernance pour rendre les populations, en tout cas, moins dans la survie, et pour qu'ils puissent trouver vraiment... l'Afrique regorge de moyens. Il est impossible de voir ce décalage entre la réalité du sol et du sous-sol africain et ce que vit l'Africain au quotidien. Moins $1 par jour. Et vous imaginez, du matin au soir, l'Africain, il est dans quelles conditions, et je pense que c'est impensable aujourd'hui, en 2021, de rester sur ce schéma qui est inacceptable. Le monde entier est en train de bouger, et l'Afrique doit être dans ce train de la modernité. Très bien. Professeur Chkoundi, peut-être, est-ce qu'on peut parler d'un bilan déjà de ce 35e sommet de l'Union africaine qui se tient donc à Addis Abeba, à capitale éthiopienne, et aussi par rapport à la présidence du président Macky Sall Oui, en termes de bilan, déjà, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire par rapport au coup d'État, ça inquiète les dirigeants africains, et ça inquiète toute l'Afrique, parce que nous avons l'impression que nous sommes en train de marcher à reculons, en quelque sorte. Nous avons l'impression qu'il y a une régression, et c'est regrettable en Afrique. Donc, le deuxième élément, donc, les dirigeants africains réunis à Addis Abeba ont condamné à l'unanimité, c'est-à-dire cette tendance au coup d'État, parce que l'Afrique ne veut pas aussi se retrouver replongée dans un contexte que nous pensons révolu en quelque sorte. Donc ça, c'est capital. Donc maintenant, il ne se fait pas de condamner, il ne se fait pas de sanctionner, il se fait, comme nous venons de le dire ici, dans cette émission, il se fait de prévenir ces conflits, c'est-à-dire ces coups d'État, les prévenir, les voir venir. Et donc il faudrait se doter d'une capacité de prospective, de projection, c'est-à-dire qu'est-ce
qui cause ces coups d'État. Et donc, il va falloir étudier les spécificités des pays. Quand on voit le Mali, il y a un problème de grande étendue territoriale, il y a un problème d'incapacité de l'État à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Et donc, et après, il y a une autre série de problèmes liés à tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est social, tout ce qui est institutionnel. Le Burkina Faso, peut-être c'est pareil, c'est l'incapacité de l'État à asseoir, c'est-à-dire son autorité sur l'ensemble du territoire. Dans d'autres pays, peut-être ce qu'on évoque, ce sont des problèmes de gouvernance. Donc maintenant, l'Afrique est interpellée par rapport à ça. En termes de bilan, l'Afrique est interpellée. Est-ce qu'on va continuer à permettre ces coups d'État ou bien, à un moment donné, il faudrait traiter d'une manière profonde les causes de ces coups d'État et donc, c'est-à-dire le choix de la démocratie est irréversible en Afrique. Et on ne peut aucunement se permettre un retour en arrière en la matière, d'autant plus que de 2000 à 2019, les pays africains, ils ont fait une espèce d'accumulation institutionnelle importante. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en termes de bilan, donc on voit que l'Afrique commence déjà à aborder la phase post-Covid. Et donc ça c'est important, c'est salutaire parce qu'on pense commencer petit à petit, progressivement, à sortir de ce contexte un peu anxiogène de ce que Robert Boyer appelle la congélation de l'économie internationale qui a extraordinairement affecté bien évidemment les pays africains. Donc il est question de parler de relance économique. Relance économique avec certains volontarismes de l'institution de l'Union africaine par rapport à tout ce qui est engagement des pays de cette instance dans tout ce qui est zone de libre-échange continentale. Et donc, le plus important par rapport à ce sommet, c'est l'arrivée aussi, c'est la prise des commandes de l'Union africaine par le président Macky Sall. Le président Macky Sall, on a vu ses prises de position avant qu'il devienne président de l'Union africaine. Ce sont des prises de position par rapport au financement. Pour lui, l'Afrique ne reçoit pas suffisamment de financement. On n'a pas été suffisamment solidaire avec les pays africains, alors que pour que l'Afrique puisse retrouver le niveau de croissance d'avant la crise pandémique, il lui faut 285 milliards de dollars. Et ça, c'est par rapport à tout ce qui est visible. Et il y a l'invisible, les dégâts de Covid-19 sur les ménages, sur certains secteurs, sur certains artisanats et ainsi de suite. Donc pour lui, on n'a pas été suffisamment solidaire. Donc pour lui, la question de financement est primordiale. Et il connecte cette question de financement. Je crois que pour Macky Sall, l'objectif pendant cet exercice, ça va être bien évidemment de prévenir tout ce qui est coup d'État et l'objectif, ça va être de mobiliser de nouvelles sources de financement pour les économies africaines. Et Macky Sall interpelle, c'est-à-dire les agences de notation qui trouvent comme quoi les agences de notation, c'est-à-dire notent sévèrement les pays africains. Et donc, parce que les pays africains n'ont pas de choix. Il n'y a pas de banque centrale africaine. Il n'y a pas de monnaie africaine. Donc, à l'état actuel des choses, l'Afrique reste dépendante de l'extérieur par rapport à tout ce qui est financement. Et donc, le cas échéant, ces financements sont très limités. Et donc, pour Macky Sall, peut-être les agences de notation devraient revoir leur système de notation pour permettre aux pays africains, aux pays du continent, de lever des fonds. Et donc ça, c'est primordial. Troisième élément, pour Macky Sall, la question de la réinvention de partenariat Afrique-Europe devient primordiale. Et pour lui, la réinvention, c'est-à-dire ce n'est pas un simple jeu de mots, c'est une pratique. Et donc pour lui, on voit déjà que Macky Sall propose, c'est-à-dire un remodelage par rapport au format de sommet, plutôt qu'il se déroule sous forme d'une succession de discours, l'objectif étant c'est-à-dire de diviser le sommet en plusieurs thématiques, c'est-à-dire des thématiques qui intéressent le continent. C'est-à-dire on est dans un nouveau cas de figure à partir du moment où l'Afrique commence, j'ai l'impression qu'il commence à prendre conscience de l'importance de ses besoins et il veut un peu, c'est-à-dire négocier avec les pays de l'Union africaine d'égal à égal. C'est-à-dire, voilà mes besoins, comment, grâce à ce partenariat que l'on va mettre en place, on va répondre collectivement à ces besoins. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire par rapport au prochain sommet Union européenne, Union africaine, il va être primordial parce que l'objectif pour l'Afrique étant aussi de revenir sur tout ce qui est enjeu relatif à l'instabilité, ça c'est un, enjeu relatif au commerce, parce que nous savons que les pays africains, ils ont mis en place la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire en termes de négociation, il y a des questions qui se posent, d'autant plus que l'accord de Cotonou
qui conditionnait les relations commerciales entre l'Afrique subsaharienne et les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire est arrivé à échéance. Donc cette fois-ci, ce sommet Union africaine, Union européenne se déroule dans un moment où cet accord est arrivé à échéance, dans un contexte de mise en place de la zone de libre-échange continentale. Donc, comment ce partenariat, ce nouveau partenariat émergent, il va prendre place? Est-ce qu'on va assister peut-être en termes de déclaration, c'est-à-dire par rapport aux conclusions de toutes ces tables, de tous ces ateliers de travail, est-ce qu'on va assister à l'émergence de nouvelles propositions telles que, par exemple, la création des zones de libre-échange continentales, des zones de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union africaine? Ce sont des questions qui se posent. Mais en tout cas, l'Afrique part de principe qu'il n'a pas suffisamment profité d'un point de vue commercial et d'un point de vue développementiste de ce partenariat. Ce sont deux partenaires qui se juxtaposent, qui sont très proches géographiquement, mais parfois on a l'impression qu'ils commencent à s'éloigner géopolitiquement, politiquement. Donc il est temps aussi qu'ils se rapprochent davantage. Et sur la question migratoire, justement, professeur Chkodi, l'un des points qui divise, c'est cette question migratoire. Ce qui nous amène aussi, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, pour parler de cet observatoire africain de la migration ou des migrations, n'est-ce pas, qui bien sûr se trouve aujourd'hui au Maroc, l'opérationnalisation et quels sont justement comment sont achevées ces dimensions, la dimension pour le Maroc, pour l'Afrique et pour la coopération entre le Maroc et l'Afrique en ce qui concerne cette politique migratoire et aussi le rôle de l'Afrique dans la nouvelle gouvernance migratoire voulue par le pacte de Marrakech. Professeur Chkoundi. D'accord. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parle des sujets tels que la migration, après, est-ce que nous avons un modèle logique? Donc, quand on parle de l'Observatoire africain de la migration dont le siège est au Maroc, c'est important parce que l'objectif étant de comprendre les besoins, comprendre le phénomène. Parce que on entend beaucoup sur le phénomène, mais il n'est pas suffisamment appréhendé, il n'est pas suffisamment compris, et toutes les compréhensions ou l'analyse dominante vient de l'extérieur. Donc, à partir du moment où l'Afrique essaie de recentrer, c'est-à-dire se focaliser davantage sur le phénomène en créant tout un observatoire, c'est important parce que l'objectif étant d'accumuler des informations. On ne peut rien faire. On ne peut mettre en place aucun projet sans faire ou sans avoir fait un diagnostic préalable. Donc, ce laboratoire, il va permettre d'élaborer, de collecter des données sur la circulation, sur la mobilité, sur les catégories socio-professionnelles qui migrent et ainsi de suite, qui se déplacent, quels sont les foyers où les populations émigrent le plus, quels sont les transferts de fonds, est-ce qu'il y a beaucoup plus de mobilité interafricaine? Certainement. C'est certain. Est-ce qu'il y a une mobilité beaucoup plus entre l'Afrique et l'Europe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration clandestine? Est-ce que les appréhensions occidentales sont fondées ou pas? C'est important. Donc, il va le permettre d'élaborer des indicateurs. Une fois que l'on aura élaboré des indicateurs, on va commencer à comprendre peu à peu le phénomène. Comprendre le phénomène, c'est-à-dire pas seulement considérer la migration comme un problème. La migration n'a jamais été un problème. La circulation humaine a toujours existé. La mobilité humaine a toujours existé. Donc peut-être voir un peu comment peut-on un peu tirer profit de cette ressource? Parce que l'être humain est une véritable ressource, c'est-à-dire de ce capital humain, comment mieux l'orienter? Est-ce que par rapport, par exemple, quand on parle de l'Afrique, une fois qu'on aura bien compris le phénomène, parce qu'on parle aussi de la zone de libre-échange continentale, on parle des zones, c'est-à-dire des chaînes de valeur continentales, dans l'agriculture, dans plusieurs domaines. Chaînes de valeur, c'est-à-dire des pays africains qui se partagent un travail, les tâches par rapport à la production d'un produit donné. Ça peut être un produit agricole, ça peut être un produit automobile, et j'en passe. Donc, c'est-à-dire, là, le fait de comprendre la circulation humaine, c'est important en termes de partage de travail. Après, l'autre élément, c'est-à-dire par rapport un peu pour mieux négocier peut-être avec les pays de l'Union européenne. Parce que les pays de l'Union européenne, l'immigration est considérée comme un facteur peut-être négatif, malgré le fait qu'en Europe, le discours dominant, c'est qu'on a besoin de plus en plus de monde
monde, étant donné le vieillissement, étant donné d'autres problèmes liés au marché de travail, et ainsi de suite. C'est-à-dire instaurer un dialogue un peu basé sur la franchise et de dire, voilà, par exemple, est-ce que l'Afrique va se contenter de jouer le rôle de gendarme pour l'Union européenne, ou bien il va falloir, dans le cadre de ce nouveau partenariat qui est en émergence, voilà, penser à des chaînes de valeur Europe-Afrique et à imaginer la place de cette immigration, de ces mouvements migratoires dans ces chaînes de valeur. Imaginez une communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique et explorer les pistes d'insertion de ces deux derniers éléments. J'en finis. Peut-être aussi quand on crée le laboratoire, l'observatoire de migration, l'observatoire africain de migration, parce que dire, voilà, quels sont les phénomènes qui poussent les individus à quitter leur territoire. Parce que les gens, quand ils quittent leur territoire, c'est pas par gaieté de cœur. Les gens, quand ils quittent leur territoire, c'est parce qu'ils sont en quête d'un avenir meilleur. Ils sont en quête d'une amélioration des conditions de vie. Donc peut-être, je ne dis pas qu'il faut déstabiliser, ce serait prétentieux de dire qu'il faut stabiliser. Non, au contraire, il faut d'abord mettre en place des politiques de développement humain. Dans un premier temps, peut-être il y a des gens qui quittent parce qu'ils sont victimes des changements climatiques, parce qu'ils sont victimes de certaines persécutions, parce qu'ils sont victimes d'une instabilité institutionnelle. Il faut comprendre, et l'observatoire migratoire, il va nous permettre de comprendre peut-être toutes ces ramifications et ensuite peut-être réfléchir à comment le dialogue entre l'Union européenne et l'Union africaine peut se dérouler sur des bases beaucoup plus solides plutôt que sur des discours qui relèvent beaucoup plus de la rhétorique que d'une réalité observable. Justement. Et pour terminer avec vous, professeur Chkoundi, sur, n'est-ce pas toujours, parce que c'est d'actualité, ce 35e sommet de l'Union africaine et par rapport à la pseudo-race, comment pensez-vous que les choses peuvent évoluer, tenant compte bien sûr de tous les éléments qui ont marqué cette année, ces 2 dernières années, et par rapport au positionnement de plusieurs pays africains par rapport à cette question? Je crois que ça évolue positivement parce que le Maroc est dans une dynamique continentale, comme on l'a toujours dit, basée sur le panafricanisme de développement et pas ce panafricanisme un peu qui est révolu. Le Maroc cherche la réalisation de l'intérêt continental. Le Maroc veut que l'Afrique se développe. Le Maroc veut que l'Afrique aille de l'avant. Et le Maroc veut que les armes se taisent en Afrique et les foyers de tension aussi s'amoindrissent en Afrique. Ça, c'est primordial. Donc, comment cette affaire évolue? Bien évidemment, c'était une erreur stratégique d'avoir accepté ce corps étranger au sein des instances de l'Union africaine. Et je crois qu'il est en train de sortir progressivement parce que c'est la réalité qui s'impose, c'est cette réalité de coopération, c'est le pragmatisme qui caractérise les dirigeants africains actuels parce que tout le monde veut le développement de son peuple, de son pays, tout le monde veut se développer, tout le monde veut aller de l'avant, tous les pays veulent s'industrialiser et on comprend que sur certains discours, on le voit, c'est perceptible dans toute l'Afrique en quelque sorte. On ne voit que ces discours un peu de passé sont en train de laisser place à des discours empreints de pragmatisme. Donc sur le terrain, les choses évoluent d'une manière très intéressante. Nous avons vu l'inauguration d'une série de représentations diplomatiques des pays africains, à la fois francophones et anglophones, à la fois à Dakhla et à Laayoune. Et ça, c'est important. C'est-à-dire maintenant, plus de 2/3 des pays africains reconnaissent la marocanité de Sahara, en quelque sorte. Donc, je crois que petit à petit, on se dirigera bien évidemment vers une expulsion ou une sortie de ce corps étranger. Je crois que les prochaines conférences de l'Union africaine, peut-être des chefs d'État de l'Union africaine, vont être décisives dans la mesure où c'est une décision qui a été prise peut-être par la conférence en tant qu'instance suprême en termes de décision. Et la décision peut-être d'expulser ce corps étranger appartiendra aussi à la même conférence, mais dans un nouveau contexte, le contexte des années d'acceptation de ce corps étranger ne sont plus les mêmes. Nous avons discuté
tout au long de cette émission c'est-à-dire des crises dans lesquelles se trouvent empêtrés les pays africains. Nous avons aussi discuté et touché le volontarisme des pays africains pour aller de l'avant, pour résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, dans un contexte où, il faut le dire, il y a un relâchement de la solidarité internationale. Et malgré les efforts, il y a des efforts louables consentis de part et d'autre par les pays européens, par les États-Unis d'Amérique, par la Chine, et j'en passe, et d'autres pays, mais ces efforts restent un peu insuffisants. À partir du moment maintenant, c'est l'Afrique qui est interpellée c'est-à-dire pour compter sur elle-même, pour trouver ses propres mécanismes de solution des crises, des conflits, et pour trouver ses propres, c'est-à-dire ses propres financements. Donc oui, pour répondre à la question, l'affaire, c'est-à-dire relative au Sahara marocain, c'est-à-dire se déroule très bien. Il y a beaucoup de pays africains qui se sont convertis au pragmatisme, qui croient en la capacité de Maroc parce qu'ils voient. Pour croire, il faut voir. Il y a beaucoup de pays, c'est-à-dire ils ont vu ce modèle marocain, ce qu'il a donné d'abord au Maroc en termes d'infrastructure, en termes d'investissement dans la logistique, en termes de classement de Maroc par rapport à tout ce qui est attractivité des EDE, et je passe. Cette importance de génie local marocain en termes de gestion de crise, la manière dont à chaque fois le Maroc, quand il a accumulé une expérience en termes de politique publique ou de conception de politique publique, et n'hésite pas un seul instant à partager cette expérience avec les pays africains, bien évidemment, tout cet investissement, tous ces efforts finissent par payer. Le Maroc n'est pas au sein de l'Union africaine pour répondre à des intérêts, c'est-à-dire individualistes à 100%. Il est dans l'Union africaine pour que l'Afrique se développe. Et ça, c'est perceptible dans la volonté inébranlable de Sa Majesté le Roi. C'est-à-dire, pendant 20 ans, le Maroc, il y avait une certaine constance dans l'évolution des rapports entre le Maroc et les autres pays africains. Donc, je crois que c'est question je dirais pas quelques mois, et je crois que quelques années, et on n'entendra plus parler de ce corps étranger, parce que l'objectif étant aussi de se mettre à l'évidence. On a besoin de considérer l'Afrique comme une échelle continentale pour l'émergence d'un développement continental. Merci on n'a pas besoin de l'émergence de nouveaux États fantomatiques qui vont venir nourrir ces tensions qui sont déjà suffisantes comme ça. Merci Mohamed Chkoundi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.